Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Dieudonné Chamalamuela, ingénieur en bâtiment et travaux publics, assistant à l'Institut national du bâtiment et travaux publics de la RDC et formateur de surcroît en logiciel d'ingénieur. Bienvenue à cette nouvelle session de formation sur le logiciel Robot Structural Analysis. Nous allons continuer avec notre travail qu'on avait commencé déjà les séances dernières, des séances passées. Aujourd'hui, on va continuer avec ça. Bref, on va lancer notre projet d'étude. Voici ce qu'on était en train d'étudier. On a vu comment on pouvait charger un bâtiment. D'abord, commencer par modéliser un bâtiment sur le robot, on l'a vu. Comment on pouvait appliquer les charges, charger. On a vu comment on peut charger un bâtiment sur le robot. Et à présent, nous verrons comment combiner les charges et justement lancer le calcul. Pour ce faire, pour la combinaison de charges, vous devez retenir que sur le robot, il y a deux manières de combiner les charges. On peut les faire manuellement ou automatiquement. Comment ça se fait? Je vais dans chargement, combinaison manuelle. Voilà. J'ai ici, parce que je suis en train de calculer avec la méthode des états limites, j'ai ici des différents états limites qui vont s'afficher les combinaisons. Vous avez l'élu et les lettres. Je commence avec les combinaisons en élu. J'écris élu. Ok. Voilà. Toutes les charges préalablement définies sont là. Dès que je les renvoie là, je le combine. Vous voyez que les charges d'exploitation sont majorées à 1.50 et les charges permanentes à 1.35. J'applique et je fais une nouvelle combinaison. Je prends les lettres, les deux états limites qu'on a. J'écris LS. Ok. Voilà. Je renvoie. Vous voyez, la majoration est faite à l'unité comme toujours, aux états limites des services. Seulement, il y a une combinaison dans une combinaison, chose qui n'est pas bon. C'est pourquoi je prends la combinaison, je l'envoie de l'autre côté, j'applique et je ferme. Voilà. Et pour ça, vous verrez déjà sur cette bande-là déroulante des combinaisons faites de l'autre côté. Dès que les combinaisons sont faites, je peux lancer la vérification de la structure. Voilà, la structure, il a fini de vérifier la structure et vraiment il n'y a pas d'indication majeure qui me fait savoir là, zéro erreur. Généralement quand il y a vraiment une erreur dans la conception dans le chargement, il va vous le présenter de l'autre côté mais en rouge. Mais lorsque généralement les notifications sont en bleu, c'est-à-dire qu'elles sont bénignes, elles sont négligeables, si bien que je peux fermer et continuer mon calcul. Voilà. La structure étant vérifiée, je peux maintenant justement commencer avec les calculs des éléments porteurs. Je vais commencer par les calculs de la poutre. Je rappelle que lorsque vous faites un calcul de structure d'un bâtiment comme ceci, vous n'allez pas, pour calculer la poutre, calculer toutes les poutres. Vous devez justement calculer la poutre qui est supposée être la plus chargée de toutes ces poutres. Donc, ici, la première opération avant de commencer à calculer les poutres, c'est de savoir quelle est la plus chargée d'entre elles. Comment ça se fait sur le robot? Je vais dans résultat, effort. Voilà, il me sort tous les efforts aussi. Tout ce qu'il y a comme Fx là sont les efforts normaux. Fy, Fz sont les efforts tranchants. Mx, moment de torsion. My, Mz sont les moments de flexion. Donc moi, je vais m'intéresser aux valeurs extrêmes. Je prends extrêmes globaux. Voilà. Et ici, comme extrêmes globaux, je regarde les valeurs des moments extrémales. Je me rends compte que la valeur du moment la plus grande apparaît sur la barre D154. Donc je vais chercher cette barre. D154, enter. Voilà la poutre la plus chargée. Elle ressort là, comme vous pouvez la voir. Voilà. En bleu et en surbrillant, c'est la poutre la plus chargée de mon bâtiment. Comment je peux faire? Je peux maintenant la calculer. Je lance ferraillage des éléments réels en BA. Okay. Voilà. Ferraillage des éléments réels en BA et puis j'ai ma poutre là isolée. Donc c'est ça la poutre
de mon bâtiment qui est supposé la plus chargée que je vais calculer. Comment ça se passe? Je dois commencer par introduire des données au logiciel et c'est à partir de ces données que lui va me produire les calculs et les résultats. Pour ce faire, je vais dans les tâches, paramètres des tâches. Ici, il est question de préciser les types de fissuration. Vous savez que lorsque vous faites un calcul des bâtiments, il y a des ouvrages pour lesquels les fissurations sont peu préjudiciables. Il y a des ouvrages pour lesquels aussi les fissurations sont très préjudiciables. Par exemple, dans le cas des réservoirs d'eau, par exemple, la fissuration est à redouter, d'où très préjudiciable. Par exemple, lorsque vous calculez un bâtiment comme ça aux états limites ultimes, la fissuration est peu préjudiciable. Donc je peux prendre soit la fissuration est préjudiciable. Agressivité du milieu, il s'agit ici des effets du milieu sur le bâtiment que vous voulez ériger. Souvent le milieu est agressif, par exemple lorsque vous construisez le long du littoral d'une mer, par exemple, vous savez avec la salinité de l'eau, cela peut avoir des répercussions sur par exemple la tenue de vos armatures, si bien que l'agressivité du milieu ici peut être précisée ici. En milieu agressif, vous pouvez préciser là, mais lorsque vous n'êtes pas dans l'un de ces cas, c'est-à-dire soit le long d'une mer, de l'océan, tout ça là, vous pouvez, par exemple pour le cas qui est le nôtre, maintenir non agressif, notre milieu non agressif. Tenue au feu, la résistance au feu, si vous pouvez la quantifier, vous pouvez la mettre de l'autre côté. Ok. Après paramètres d'état, je vais dans disposition de ferraillage, option générale plutôt, option de calcul. Dans les options de calcul, j'ai mon ferraillage précisé, l'enrobage, plutôt l'arrobage précisé. Je vais dans paramètres avancés. Ici, j'ai la possibilité d'appliquer la théorie de la redistribution des forces. Par exemple, vous savez que après plastification des zones d'appui, les moments perdus migrent vers la travée et viennent s'accumuler avec le moment en travée. Si bien que je peux préciser ici un forfait de ce pourcentage d'armature perdu aux appuis. Pour ce faire, je peux faire soit ces forfaits-là, cette redistribution par rapport aux charges, ou bien je peux le faire par rapport aux sollicitations. Avec les sollicitations, c'est mieux. Donc, je fais ma redistribution. Voilà. Voilà. Après ça, on me dit prise en compte de la force axiale, non? Je ne prends pas en compte la force, prise en compte de la torsion, non? Ok. Voilà. Je passe au béton. Ici, il est à préciser les caractéristiques mécaniques du béton. Si je travaille avec, par exemple, pour le cas échéant, le béton 225, donc j'ai une résistance caractéristique en compression du béton de 25 MPa. J'ai ici à préciser les diamètres du gros granulat. Ici, en RDC, le gros grain qu'on utilise pour la fabrication du béton fait 25 mm, je mets 25 là. Voilà. À part ça, acier longitudinal. Ici, je dois définir la nuance. Vous savez qu'il y a les HA400 et les HA500. Ici, chez nous, les plus commercialisables sont les HA400. Je prends les HA400 comme nuance de l'acier. Et ici, je vais définir une plage de diamètre à soumettre au logiciel et lui, il va me choisir le diamètre idéal. Ok. Donc, comme en matière longitudinale, je prends le minimum. Et vu aussi l'ampleur du bâtiment, je prends comme minimum 12. 14, 16 et 23. Je passe à l'acier transversal. Ici, il s'agit des armatures d'armes, d'armatures des faux tranchants, qu'on appelle aussi armature transversale. Je précise la nuance HA400. Je prends ici une plage de diamètre. Je prends les 6 et les 8, les 10 et les 12. Voilà. 12. Armature additionnelle sans armature de construction. OK. Après les options des calculs, je prends disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage. Ici, je vais faire un ferraillage par travée ou par fil. Je prends par fil. De l'autre côté, on me demande le relevage des barres. Le relevage des barres est souvent préconisé pour augmenter la résistance au cisaillement au niveau des zones d'appui. Ce sont des dispositions qui sont aussi très courantes, surtout dans les cadres de pont. Nous, chez nous, on n'aura pas de relevage des barres pour les poutres. Les diamètres minimales d'armature longitudinale que je prends, c'est 12 mm. La reprise de bétonnage est fait automatique, qui me le génère ainsi automatiquement. Voilà. Et puis, je passe à armature inférieure. Ici, il s'agit de préciser le nombre des lits.
le nombre de lits d'armature que vous voulez avoir, le max, le max, plutôt. Voyez ici par exemple, vous précisez le nombre de lits ici, et on peut lui demander de générer ça automatiquement. L'armature supérieure aussi, pareil, il faut préciser le nombre de lits. Vous lui demander de générer ça automatiquement. Et ici, l'armature transversale, ici, il est beaucoup plus question de cadre. Quelle est la forme de cadre qui vous paraît le mieux? Moi, par exemple, je vais utiliser cette forme de cadre ici. Je choisis cette première forme de cadre. Armature secondaire ici, sans armature. Prise en compte du calcul. Tirage au-dessus de l'appui. Voilà. Ceci, je préfère me soumettre à ce que ces dispositions ici proposées par le logiciel, si bien que je suis OK. Disposition de ferraillage étant finie, je peux lancer le calcul. Voilà, le calcul étant fait, je peux maintenant visualiser le ferraillage de ma poutre. Voilà, ma poutre ferraillée est là. Voilà, je peux visualiser ma poutre. Il a ferraillé ma poutre, comme vous pouvez voir de l'autre côté. Vous pouvez voir aussi de l'autre côté. Voilà. Donc, il a ferraillé la poutre, comme vous le voyez là. Il y a des armatures longitudinales, des armatures transversales qu'il a disposées. Ok, je l'ai lancé. Il me dit que comme armature, comme information que j'ai, vous avez un diamètre de 12 qu'il retient pour l'armature longitudinale, et pour l'armature transversale, il retient le diamètre d'armature, un diamètre de 8 mm comme armature transversale. Donc, j'ai ici la possibilité de visualiser le ferraillage, comment il se présente. Au-delà de cela, j'ai aussi à ce niveau, ce sont les diagrammes d'effort sur la poutre. Je peux aussi, au-delà de cela, visualiser les plans d'exécution. Avant les plans d'exécution, visualisons comment il a calculé la note de calcul, il la présente aussi. Voilà, il me présente une note de calcul où je peux voir, c'est ma poutre 254 qui était la poutre la plus chargée. Les caractéristiques du matériau utilisé sont là, le FC28 que j'ai utilisé. Vous avez les nuances d'acier longitudinal et transversal. Vous avez la géométrie, les dimensions de ma poutre. Les hypothèses de calcul sont celles-ci. J'utilise le BA91, ainsi de suite. Voilà, ça c'est toute une note de calcul. Et plus bas, on peut s'apercevoir, ce sont les résultats par travée des efforts. Vous avez les valeurs minimales et maximales des moments en travée au moment d'appui. Donc voilà, il me présente la note de calcul. Et pour le ferraillage aussi, voici ce qu'il me présente comme ferraillage. Il me présente ici les diamètres des barres, mais aussi la nuance retenue, et il met jusqu'au quantitatif. Voilà, il me sort aussi les quantités d'armature, les quantités du béton. Vous avez le volume du béton, la surface du coffrage et la ressort aussi, si bien qu'avec ces valeurs, je peux même faire mon début. À part ça, je vois le ferraillage, comment il a fait, mais je peux aussi visualiser les plans d'exécution, c'est-à-dire comment on va exécuter sur terrain. Je vais là dans le plan d'exécution. Voilà, j'ai ici à présence le plan d'exécution. Vous avez une coupe, une vue longitudinale de la poutre avec les diamètres des barres, deux coupes. Il y a une coupe AA qui passe comme ceci au voisinage de zone d'appui. Il y a une coupe BB de l'autre côté. Il y a un autre plan qui présente, voilà. Ça c'est un autre plan d'exécution. Ici, avec une vue longitudinale que vous avez deux coupes C et D qui sont faites à ces endroits, et vers le milieu de la travée là-bas, on vous présente la section d'appui. Ici, on vous donne la longueur et le diamètre des barres utilisées pour cela. Donc, avec ceci, vous pouvez
directement faire une exécution au chantier. Donc vous avez ici la possibilité déjà de pouvoir vous lancer à l'exécution sur le chantier. Après avoir fait ça, donc on a calculé notre poutre, on a vu le plan de ferraillage. Maintenant, on peut calculer notre poteau. Donc, on va calculer le poteau. Je reviens. La poutre étant finie, je reviens. Je vais chercher mon poteau à calculer. On va maintenant calculer le poteau. Voilà. La structure est là. J'ai fini avec la poutre. Je peux maintenant calculer les poteaux. Pour cela, je cherche aussi le poteau le plus chargé. Donc, je vais dans l'effort. Voilà, le poteau le plus chargé. Je regarde les F. L'effort normal. Le poteau le plus chargé apparaît sur, je vois la barre. Le poteau le plus chargé, c'est sur la barre 21. Donc, je vais chercher cette barre. Dès que je tape cette barre, voilà le poteau le plus chargé. Vous le verrez en bas là. Voilà. Il a automatiquement sélectionné ces poteaux là les plus chargés. Et d'ailleurs, c'est évident, c'est correct, puisque vous savez qu'avec des centres de charge, le poteau le plus chargé sera forcément un poteau de rez-de-chaussée. Donc c'est ce poteau là qui retient que je peux directement calculer. Pour ce faire, je lance le calcul de ce poteau. Ok, voici mon poteau que je dois calculer. Je commence par introduire les données, paramètres d'étage, ok. Option calcul, option des calculs général, compression simple. Ici, il y a possibilité de le calculer, compression simple, compression réflexion, compression simple. Ici, il est question tenu au fait forfaitaire, puisque je n'ai pas de valeur tenue au fait. Je laisse forfaitaire. Pour le béton, je prends le B25. Je prends 25 mm comme diamètre là, du gros grain. Armature longitudinale, j'ai choisi la nuance comme j'ai fait avec la poutre. Et je donne la plage 12, 14, 10, 20. Armature transversale ici. Pareil avec la poutre. Là. Voilà. Dès que je précise, je peux faire OK. Après ça, je prends disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage ici. Ici, diamètre des barres d'angle. Vous pouvez préciser les barres d'angle, les diamètres. Ici sont les barres qui seront aux angles. Voilà. Nombre max des barres dans les faisceaux, c'est-à-dire dans les angles 2. Voilà. Ici, il me donne la répartition des barres, les limites d'espacement, les espacements entre différents lits. Voilà. Il y a des espacements ici, réglementaires d'ailleurs. À part ça, je passe à l'armature transversale. Pour l'armature transversale, vous avez aussi les espacements respectables pour l'armature transversale. Vous savez qu'avec les armatures transversales, il y a une répartition aussi qu'il faut respecter, non les épaisseurs, donc les espacements sont ceux-ci. Vous avez des armatures de construction là-bas. Je préfère utiliser les valeurs réglementaires. Okay. Après disposition de ferraillage, je peux préciser ici. Voilà, la géométrie de mon poteau est là. Voilà, la hauteur et la base de mon poteau. Je peux le voir ici avec géométrie du poteau. Je peux ici préciser les paramètres des lancements. Comment ça se fait? Je viens ici. Je précise, vous savez que les poteaux, ce sont des éléments sujets au flambement. Donc, je peux préciser le type des liaisons. Vous savez que la longueur de flambement d'un poteau dépend
principalement de ces conditions d'appui, ce type de liaison. Donc je peux ici préciser le type de liaison. Si je prends ceci, ok, je me sort un coefficient, j'applique, après ça, je peux lancer le calcul. Il a calculé mon poteau, je peux visualiser le plan de ferraillage de mon poteau, voilà, il est là. Voilà, il a calculé mon poteau. Voilà comment sera armé mon poteau. C'est pareil avec ce que je vois de l'autre côté. Voilà. Voilà le plan de ferraillage de mon poteau. Il me faut la note de calcul aussi. Voilà. Les caractéristiques mécaniques du matériau béton armé que j'ai utilisé. Voilà, ils sont là. Ainsi de suite. Donc je peux visualiser les plans de ferraillage aussi, ou bien les plans d'exécution sur terrain. Voilà, les plans d'exécution sur terrain. J'ai mon poteau là, voilà, avec ses dimensions transversales. J'ai ici espacement, 18 barres d'espacement 16 cm. Voilà, après calcul. Et ici, j'ai les diamètres des barres. Pour les armatures longitudinales, j'aurai un diamètre de 12 mm. Les armatures transversales, j'aurai des barres de 8 mm. Voilà. J'ai fini avec mon poteau. J'ai calculé la poutre, j'ai calculé les poteaux. Et on va voir à présent comment calculer maintenant la semelle de fondation. Seulement, on va faire la semelle. Et puis on va mettre par après le radier pour voir comment on peut calculer les deux types de fondations. Donc merci beaucoup et à la prochaine vidéo pour la semelle, les fondations surtout, semelle et le radier. Merci, surtout n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne pour ne rien rater sur toutes nos vidéos sur les formations. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.